Et donc, ce qui était incroyable dans ce voyage en Antarctique, c'est que tu es 2 mois sur un voilier. C'est une espèce de paradoxe avec un sentiment de confinement, d'enfermement et de tout le monde est les uns sur les autres et en même temps une immensité tellement belle autour de toi. Tu sais plus où donner de la tête et tu es complètement déconnecté. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra-trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai 2 objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Et ben salut Ingrid. Bonjour Loïc. Ravi de te recevoir sur le podcast. Il y a tellement de sujets dont on va pouvoir parler. Je sais pas si notre heure et demie va suffire, mais bon, écoute, on verra. En tout cas, je suis très très content d'accueillir quelqu'un qui a un parcours aussi riche et varié que le tien. Hâte que tu nous racontes tout ça. Et puis, bah écoute, peut-être qu'en introduction, ce qu'on pourrait faire, c'est commencer par dans les grandes lignes, dresser le tableau. Qui est Ingrid ? Merci beaucoup Loïc. Et je m'appelle Ingrid Vanet, j'ai 34 ans et j'ai travaillé 10 ans dans le secteur privé à des postes assez variés, plutôt dans des entreprises en lien avec les enjeux environnementaux, énergétiques, économie circulaire. J'ai créé une start-up aussi quand je suis sortie d'école. Avant ça, j'avais fait une école de commerce, donc un parcours assez classique. Et l'année dernière, j'ai décidé de me consacrer pendant 1 an à un sujet qui me tenait vraiment à cœur depuis un moment et que j'avais pas forcément réussi à formaliser, à conceptualiser, qui était notre rapport au sauvage et plus particulièrement à la faune sauvage, essentiellement en France. Et donc, j'ai décidé de quitter l'emploi que j'occupais à ce moment-là et de prendre 1 an pour aller rencontrer tout un tas de personnes assez passionnantes sur le sujet de la faune sauvage. Et c'est ce que j'ai fait pendant une grosse année. Donc ça, c'est grosso modo le tableau. Et sinon, au niveau de mes activités, j'allais dire extrascolaires, extra-professionnelles, je fais un peu de sport aussi. Je pratique la course à pied depuis la prépa et le trail depuis quelques années. Je fais un petit peu de rando, un petit peu de vélo et j'ai été aussi engagée dans différentes associations au cours des dernières années, associations en lien avec l'environnement et aussi un peu plus, j'allais dire, exotiques, en lien avec l'armée, puisque j'étais réserviste dans la Marine nationale il y a quelques années, que j'ai présidé une association sur ces thématiques. Voilà le tableau en long, en large et en travers. Excellent, excellent. Alors peut-être t'évoquer tes études, donc moi j'avais pas forcément prévu de creuser ce sujet-là, mais comme on est quand même sur le podcast du dépassement de soi, de la détermination, de la résilience, et que ton parcours dans les études supérieures a été à HEC, donc la meilleure école de commerce en France, une des meilleures au monde. Je suis quand même curieux de savoir, tu vois, si on peut peut-être commencer par une petite parenthèse dans le parcours. Qu'est-ce que ça t'a demandé, toi, en termes d'effort? Visiblement, tu as fait une prépa, parce que tu disais que c'est à ce moment-là que tu t'es mise à la course, mais à quel point est-ce que ça a été difficile, compliqué de rejoindre une école de ce standing? Je pense que ça dépend vraiment des profils, à la fois des compétences et même des personnalités. Pour moi, ça a été très difficile
parce que déjà, j'ai quitté mon cocon familial. Je viens du nord de la France et donc je suis montée à Paris, comme on dit, pour ma prépa. Donc j'ai été un peu déracinée. J'ai laissé tous mes amis, ma famille, etc. Derrière moi pour me consacrer pendant 2 ans aux études. Quand tu arrives dans une prépa parisienne et que tu viens de province, on te le fait remarquer. Ou bien tu le remarques tout seul parce que t'as pas les codes, t'as pas la culture, t'as pas les références aussi que des jeunes de 18 ans ont quand ils ont été dans un, on va dire dans un parcours d'élite dès leur plus jeune âge. Donc ça a été assez dur les premiers mois. Et ensuite très rapidement, je me suis dit ok, j'ai tout quitté pour être ici. Donc, autant tout donner parce qu'il est hors de question que je fasse une 3e année. Et donc, peu importe l'école que j'aurai, et si j'ai pas d'école, rien à faire, j'irai en fac, je sais pas, j'élèverai des chefs dans le Larzac, enfin, peu importe. Mais en tout cas, je ne ferai pas plus de 2 ans en classe préparatoire. Donc, ça a été assez particulier comme période. Mais paradoxalement, j'avais des amis, j'avais des plutôt bonnes notes, mais c'était vraiment l'expérience en tant que telle, de l'exigence. Et je pense que je me mettais énormément de pression aussi. Forcément, en prépa, on te met de la pression, mais tu t'en mets beaucoup. En tout cas, moi, j'ai une personnalité qui m'impose beaucoup de pression. Peu importe ce que je fais, j'ai tendance à être trop exigeante envers moi-même et certainement aussi envers les autres. Et donc, ça a été une période qui était assez difficile pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, finalement, j'ai réussi à intégrer HEC, qui est en effet une bonne école de commerce. Mais pour être tout à fait honnête, j'aurais eu, peu importe l'école que j'aurais eu, je l'aurais accepté, j'aurais sauté de joie et ça aurait été formidable. Excellent. Excellent. Et maintenant, avec un petit peu de recul, tu dirais que la qualité du cursus, la qualité de la formation que tu as pu recevoir à HEC, est-ce que c'était au niveau de tes attentes, de ce que tu attendais, ou en tout cas, est-ce que ça semble justifier, entre guillemets, la dureté de la sélection? On a un système en France avec la classe préparatoire et ensuite la grande école, que ce soit de commerce ou d'ingé, qui est assez particulière. Enfin, je n'ai pas forcément fait un benchmark dans d'autres pays, mais c'est assez étrange. Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients. Comme tout système de sélection, il a ses travers. Le fait de passer par un concours, c'est pas parce qu'on est brillant pendant 2 ans qu'on est forcément bon durant la semaine de concours. Et inversement, on peut être assez moyen pendant 2 ans et cartonner au concours. Donc, il y a tout un tas de travers. Moi, ce que j'ai aimé a posteriori, tout ça, je l'ai conceptualisé. Sur le moment, c'était très difficile, mais a posteriori, ce que j'ai trouvé très intéressant, et en discutant avec des anciens de prépa ou d'école, c'est que, en fait, pendant 2 ans de prépa où tu travailles beaucoup, tu apprends à apprendre, tu apprends à te dépasser, tu apprends à aller au-delà de ce que tu pensais. Enfin, c'est tout un tas de choses après dont on peut parler quand on parle du sport, du dépassement de soi, etc. Mais c'est une manière de fonctionner qui est poussée à l'extrême. Et ensuite, quand tu arrives en école, je pense que c'est poussé dans un extrême inverse. Tu apprends à faire beaucoup la fête et à beaucoup t'amuser et à beaucoup t'investir en association. Mais j'ai un peu l'impression que ça permet pas forcément de délimiter le cadre, parce que bien sûr, tu peux sortir du cadre, mais tu te rends compte jusqu'où tu peux aller en matière de charge de travail, en matière d'apprentissage, qui est quelque chose d'assez intéressant pour se connaître. Après, ce que je regrette, et les écoles de commerce aujourd'hui changent à ce niveau-là, c'est qu'à mon époque, j'ai 34 ans, mais ça fait quand même déjà 10 ans que je suis sortie, donc ça a eu l'occasion d'évoluer. À mon époque, on parlait très peu de développement personnel, de comment être heureux dans son travail, comment choisir la carrière qui nous convient. On nous disait, voilà, l'excellence, c'est ça. L'excellence, c'est, bon, tu parlais de HEC. L'excellence, c'est travailler dans la finance. L'excellence, c'est faire du conseil pour McKinsey. Voilà, ça, c'était les objectifs. Ce qui est pas du tout viable
pour 300 étudiants qui sortent d'une promo et ce qui te correspond pas forcément à toi en tant qu'individu. Et donc tout le travail quand tu sors d'une école, en tout cas à mon époque, c'est ensuite de déconstruire ça et de dire ok, tu as une certaine capacité de travail, tu as aussi des envies, tu as une sensibilité, tu as tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ce potentiel-là et à toi de le construire. Et ça, c'est quelque chose qu'on nous apprenait pas à l'école à l'époque, qui, je pense, commence à entrer un peu plus dans la culture, dans les mœurs, mais qui nous a mis du temps à nous, cette génération-là, à intégrer. Et puis, au bout de un job, deux jobs, on se dit, mince, je suis pas à ma place. Là, tu commences à prendre du recul et tu te dis, mais en fait, c'est quoi ma place? Mais en fait, c'est quoi réussir? Mais en fait, c'est quoi réussir pour moi? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Comment je m'appelle? Qui suis-je? Où vais-je? Et c'est là où ça devient intéressant. Super intéressant. T'as utilisé un terme déconstruire. C'est vraiment mon ressenti. Tu vois, je sais pas. Moi, j'ai fait une école de commerce, mais pas du tout du niveau de la tienne. Mais euh, j'ai vraiment, quand je prends un peu de recul, que je regarde mon parcours, le parcours de mes amis, tu vois, de cette école ou même d'autres écoles, bref, des gens de ma génération qui ont fait à peu près le même parcours. Il y a vraiment cette notion, j'ai l'impression on a besoin de 10 ans à peu près pour déconstruire ce qu'on nous a appris et finalement commencer à s'écouter autour de 30, 32, 33. Et là, commencer vraiment à bâtir, tu vois, les expériences qui nous ressemblent vraiment, avec lesquelles on est parfaitement aligné. Donc, c'est intéressant de te l'entendre dire et que finalement, même au sommet, entre guillemets, on retrouve ça. Oui, Ok. et aussi, ce que j'ai pu constater, c'est que j'ai un certain nombre d'amis qui ont fait des switches de carrière vraiment radicaux, euh, mais qui n'ont jamais regretté le fait d'avoir fait une école, que ce soit de commerce ou une formation assez généraliste et souvent exigeante, parce qu'ils se sont toujours dit, au moins, je savais que j'étais capable de faire ça. Et ensuite, je pouvais faire ce que je voulais. Et si j'avais directement été, enfin, je pense à un ami brillantissime qui a, euh, qui a d'abord monté une start-up et qui ensuite a fait une formation pour être ouvrier agricole, qui me disait, bah, si en fait j'étais directement partie pour travailler dans l'agriculture, bah, peut-être que je me serais toujours posé la question, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que je peux pas faire mieux? Parce que dans notre société, on a un côté très élitiste de toujours Hmm. montrer qu'on peut mieux faire. Et en fait, un côté, voilà, j'ai coché la case de ce qui est prestigieux. Le monde, la société, la France sait que je sais faire, et maintenant, je peux faire ce que je veux. L'idéal, c'est de ne même pas avoir besoin de cocher cette case-là, mais quand on a besoin et qu'on le fait assez tôt dans sa petite carrière ou dans sa formation, après, on peut passer à la suite. Et ce que je vois, moi, parce que je continue à être investie dans des associations d'anciens d'école, c'est que les nouvelles générations ont de moins en moins besoin Ouais. de cet aspect-là, de dire, voilà, j'ai montré à la société que j'étais capable, que j'avais l'intelligence, que j'avais l'esprit critique, que j'avais je sais pas quoi, pour me développer. Maintenant, je pouvais faire ce que je voulais. Et ça, c'est sûr que c'est encore mieux. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Excellent. Donc, une fois diplômé d'HEC, tu le disais, 10 ans dans la sphère privée, en start-up, grande entreprise, PME à mission. Comment est-ce que tu synthétiserais ces 10 années? Est-ce qu'il y a une évolution vers justement, tu vois, ces entreprises à mission? Ou est-ce que dès le début, c'était assez clair pour toi que tu voulais ce type d'expérience? Est-ce que l'éveil, entre guillemets, jusqu'à ce que tu arrives à ce moment où tu te dis, je prends un an pour creuser le sujet de la connexion vivant, est-ce que ça a été quelque chose de progressif ou qui s'est fait de manière un peu plus soudaine? J'ai toujours voulu travailler sur des sujets qui me parlaient et qui étaient liés à l'environnement. Ok. Au début, on parlait pas forcément d'environnement. En tout cas, ce qui se rapprochait le plus des thématiques environnementales, mais qui faisait quand même suffisamment sérieux pour ne pas avoir l'air d'être complètement décalé, c'était les thématiques énergétiques. Parler de l'énergie, parler de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables. Donc, c'est d'abord par cet angle-là que j'ai commencé un petit peu le cheminement, ma carrière, à me spécialiser sur les sujets énergétiques. Et j'ai toujours voulu, comme beaucoup de personnes, avoir un impact.
le fameux impact, sauver la planète et avoir le plus d'impact. Et je me souviens très bien, à chacun de mes entretiens d'embauche, je disais, mais moi, ce que je veux, c'est avoir un impact. Et ça me fait beaucoup rire parce que tout le monde, enfin partout, veut avoir un impact. Je suis beaucoup revenue sur ce sujet d'avoir un impact. J'ai de plus en plus de mal avec ce concept d'avoir un impact, mais on pourra en reparler. Et donc ça c'est toujours, ça a toujours été latent dans mes choix, dans mon parcours et dans les jobs que j'ai pris au cours des dernières années. Après, le sujet du vivant en tant que tel, c'est plus récent. Enfin, en tout cas, je l'avais pas formulé de cette manière-là. J'avais besoin, dans mon parcours professionnel, de sentir que je servais à quelque chose et que je servais une cause qui me semblait juste, donc liée à la préservation de l'environnement. Et en parallèle de mon parcours professionnel qui était très exigeant, je travaillais beaucoup, 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 souvent très, très déconnectée des thématiques du vivant et d'environnement vivant. Et donc, en parallèle de ça, j'avais besoin d'aller dehors, j'avais besoin de nature, j'avais besoin de courir, j'avais besoin de voyager, j'avais tout ça. Et donc, en fait, c'est au fur et à mesure, il y a eu certainement quelques expériences où je me suis dit, mais en fait, ce que tu essayes de défendre et de vendre en entreprise, c'est une espèce de concept que tu as complètement décorrélé de la réalité qui est ce qui te permet de t'épanouir aujourd'hui. Et en fait, ce dont tu parles, c'est le vivant, c'est la biodiversité, c'est le sauvage, c'est l'animal. Et est-ce qu'il y a un moment moyen de rassembler tout ça? Donc ça a été un questionnement qui est venu au fur et à mesure du temps et qui a été certainement oui, exacerbé avec un certain nombre d'expériences et de voyages que j'ai pu faire. Ok. Et la décision du coup de tout arrêter pour prendre le temps justement, est-ce que tu peux nous en parler tu vois, comment est-ce que tout ça s'est mis en place? J'imagine qu'il y avait des doutes, des craintes certainement. On parlait un peu plus tôt, tu vois, du regard de la société, c'est par rapport à la notion de réussite. Peut-être qu'il y avait une notion de pression aussi quand tu as fait HEC, déjà 10 ans de parcours très successful, de dire en fait j'arrête pour aller voilà, me consacrer au vivant. Comment ça s'est passé cette transition? J'ai pas senti de pression autour de moi. J'ai juste décidé à un moment de m'écouter. C'est tout bête et ça m'insupporte quand les gens me disent mais t'as qu'à t'écouter et que quand t'entends pas ce qui se passe au fond de toi et que les gens te disent mais écoute-toi et tu sais mais je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Je trouve ça très embêtant. Donc je vais essayer de trouver une autre manière de formaliser la chose. Mais en fait je m'étais posé une question il y a 2 ou 3 ans qui revenait assez fréquemment, qui était si tu pouvais faire ce que tu voulais de ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Qui est une question assez absurde parce qu'on peut jamais faire ce qu'on veut de sa vie, parce qu'on a plein de contraintes, parce qu'on a des engagements qui soient affectifs, financiers, parce qu'on peut avoir des enfants, parce qu'on peut avoir de la famille, enfin bref. Mais je trouvais intéressant, enfin tu sais, c'est comme quand on dit il faut viser je sais pas quoi la lune et comme ça t'atteins les sommets. Au moins t'atteins les sommets et c'est quand même déjà pas mal. Et là je me disais qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un qui a les yeux qui pétillent, qu'est-ce qui te fait rayonner, qu'est-ce qui te met en joie, et après tu rajouteras toutes tes contraintes parce que tu es un être de contraintes, parce que tu vis dans un environnement contraint et parce que c'est ok, mais au moins savoir voilà quel est ton rêve. Enfin, avant de mourir, c'est quand même cool de savoir quel est son rêve, c'est un peu la base. Et en fait, j'arrivais pas du tout à répondre à cette question, ce que je trouve très très perturbant et très frustrant, que je demandais autour de moi à pas mal de personnes ce qu'ils en pensaient et quels étaient eux leurs propres rêves, s'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, et que personne ne sait répondre. Beaucoup de personnes se plaignent de leur quotidien, mais quand tu leur demandes, ok, mais alors qu'est-ce que tu ferais là maintenant tout de suite, qu'est-ce que tu ferais? Il y a une espèce de blanc de franchement, je sais pas, je partirais voyager. Ok, souvent c'est je partirais voyager. Ok, c'est un bon début, mais après, tu vois, t'essayes de creuser. Et bref, moi, je me suis rendu compte que ce qui me rendait vraiment heureuse et entière, c'était deux choses. C'était deux choses en fait. C'était soit
soit de lire et d'entrer dans une librairie. Donc, soit tu prends note. Si tu pouvais faire ce que tu voulais de ta vie, qu'est-ce que tu ferais? Tu lirais dans une librairie. C'est très ambitieux, tu vois. Là, on sent bien la nana qui a fait une grande école de commerce. Et le deuxième sujet, tout aussi ambitieux, c'est d'être dehors et de regarder les animaux autour de moi. Et après, quand je suis ressortie de cette introspection avec ces deux informations-là, je me suis dit, bon, la lecture, c'est très bien, tu peux continuer à faire ça, ça t'épanouit, c'est formidable. Et être dehors avec les animaux, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser sur ces sujets? Et en même temps, c'était un milieu professionnel que je ne connaissais absolument pas. Je ne suis pas naturaliste, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas éthologue. Mais que j'avais envie de découvrir. Et pour une fois, que j'avais envie de découvrir d'une manière très empirique. Parce que j'ai un parcours et un profil plutôt voilà dans la réflexion, dans la stratégie, dans l'intellect. Et je me suis dit, en fait, le sujet du vivant, si tu l'abordes de cette manière-là, en lisant et en fichant des bouquins, tu vas passer complètement à côté de ton sujet. Et donc, petit à petit est venue l'envie de rencontrer des gens, parce que j'adore rencontrer des gens, des parcours de vie, des profils variés, et d'aller sur le terrain, d'aller dehors, pour découvrir un petit peu ce qu'était le sujet de la préservation de la faune en France. Et surtout, moi, l'angle qui m'intéressait, c'était pas juste l'animal pour l'animal, même si c'est une cause tout à fait noble, mais qu'est-ce que notre rapport à l'animal sauvage dit de nous en tant qu'humains, en tant que société, en tant que membre d'une communauté, et qu'est-ce que ça peut nous apporter aussi dans nos relations quotidiennes avec nos proches, avec nos collègues, avec des inconnus, et comment est-ce qu'on peut déjà l'observer, continuer à retrouver l'émerveillement qu'on a certainement perdu dans le lien avec l'autre au sens large, et utiliser en fait ce canal qu'est la rencontre avec l'animal sauvage pour parler de nous en tant qu'humains, en tant que société. Et c'était ça qui m'intéressait, parce que en fait, quand tu parles, peu importe la personne, son grade, son poste, etc., quand tu parles à quelqu'un des animaux, il y a plusieurs choses qui s'opèrent. Il y a déjà une espèce de retour en l'enfance, tu vois, de dire ah mais oui, mais moi quand j'étais petit j'avais un petit lapin, ou bien ah mais oui, ma grand-mère elle m'a amené en forêt. Donc il y a une espèce de retour à l'émotion et au sens qu'on a beaucoup perdu dans nos sociétés, où on est très dans le rationnel ou dans la performance. Et il y a souvent une envie ou un désir d'expérimenter cette rencontre, de la vivre pour de vrai. Et je trouve aussi que dans nos sociétés, on oublie un petit peu de vivre pour de vrai. Et donc, d'entrer par le canal de « mais t'as pas envie d'aller dehors, d'aller dormir dehors, d'aller faire un affût, d'aller tout ça », ça réveillait des choses enfouies chez les gens que je trouvais très belles et que j'avais envie de creuser d'une manière ou d'une autre. Je me pose juste une question, parce que tu évoquais les associations, le fait que tu as été réserviste dans la marine. Comment est-ce que quelle est la place du coup de cet univers-là par rapport à ce que par rapport à ce que tu viens déjà de nous expliquer, par rapport à tout le reste, ton attrait pour l'environnement, le vivant, le fait de donner un sens à ce que tu fais, etc. Alors, le milieu militaire, c'est un milieu que j'ai découvert un peu par hasard, justement en stage d'intégration en école. On avait un partenariat avec Saint-Cyr, donc qui est l'école de l'armée de terre. Et donc, on avait un stage d'intégration, de mini-aguerrissement, mais vraiment, vraiment gentil, très, très gentil, qui nous a permis de découvrir. L'enjeu, c'était de parler du lien ou des différences entre le commandement et le management, et la position que tu devais adopter quand tu étais soit à la tête d'un groupe, soit quand tu étais membre d'un groupe et que tu devais suivre des ordres. Donc, c'était hyper intéressant de voir la manière dont l'armée travaillait sur ces sujets et enseignait à ses futurs commandants, parce que l'école de Saint-Cyr, c'est une école d'élite pour l'armée de terre, versus
les étudiants d'école de commerce qui étaient dans une approche beaucoup plus démocratique, où quand tu es dans un groupe et que tu es censé être soldat et te taire et suivre les ordres, tu as toujours quelqu'un qui dit « Oui, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment la bonne solution ? Parce que moi, à mon avis, je pense que… » Et là, c'était très drôle de constater ces différences-là. Et donc, c'est un petit peu… Donc, c'est via ce canal-là que j'ai commencé à entrouvrir la porte de l'institution militaire. J'ai trouvé intéressante aussi du fait de la pluralité et la variété des parcours des personnes qui en faisaient partie. C'est un milieu que, comme je disais, je ne connaissais pas. Il y a des profils vraiment qui viennent de partout, que ce soit de France ou de l'étranger, qui se sont tous engagés à un moment ou à un autre, souvent pour des raisons assez variées, mais quand même la plupart du temps parce que il y a une volonté de contribuer à quelque chose qui les dépasse, que je trouvais très intéressante, et que je pense, moi, c'était un moment de ma vie où je cherchais un peu quelle est la cause qui nous dépasse, la cause, le Graal, quel est ce pourquoi on veut se battre, ou contre quoi on veut se battre. Et je trouvais que ce qui se tramait autour de l'institution militaire m'apportait des réponses dans ce sens, le côté comment tu fais communauté, comment tu arrives à créer des liens avec des personnes qui viennent d'environnements différents, comment tu arrives aussi à continuer à faire fonctionner une institution dont l'objectif est de ne jamais être utilisé. Enfin, c'est ça qui est quand même assez particulier, parce que des militaires, ils s'entraînent pendant des mois, des années, mais l'objectif est quand même, si possible, de ne pas être en guerre. Donc c'est très particulier, ou bien parfois d'aller dans certains autres pays, mais l'objectif initial est de défendre le territoire national, et en même temps, on croise les doigts pour que cela n'arrive jamais. Donc, il y a plein de thématiques qui se recroisaient. C'était une période où j'étais en start-up, et en fait, le lien entre le leadership, le management, le commandement, l'holacratie, donc le fait de n'avoir aucune hiérarchie versus l'institution militaire qui est très hiérarchique. Il y avait à la fois des ponts et des oppositions que je trouvais très intéressantes. Et en fait, comme moi, je me suis toujours nourrie de rencontres avec des gens qui n'avaient rien à voir avec mon milieu et avec la manière avec laquelle je pouvais penser, parce que avec certains militaires, j'ai aussi eu un certain nombre de discussions complètement lunaires sur des sujets sur lesquels j'étais pas forcément en accord. Ça a fait partie des briques, je pense, qui m'ont construite au cours des dernières années, et qui m'ont permis aussi de voir quelle était à la fois la force d'un collectif et la difficulté parfois à rameuter des personnes autour d'une cause qui était si peu tangible que la préservation d'un espace de souveraineté qui était quand même assez peu mis en danger au niveau des frontières terrestres. Excellent. Excellent. Alors, j'ai découvert du coup l'association que tu as présidée qui est les jeunes. Je sais pas De si l'IHEDN. IHEDN, yes. Ouais. Comment tu résumerais la mission du coup de l'association de manière synthétique? C'est une association qui est rattachée au service du Premier ministre, basée à l'école militaire, qui a pour vocation de sensibiliser les jeunes, donc c'est moins de 30 ans, Okay. aux questions de défense, de sécurité et de souveraineté nationale, et qui travaille beaucoup sur le lien qu'on appelle le lien armée-nation. Donc comment est-ce que tu fais en sorte que la société civile connaisse mieux son armée, et que les militaires connaissent mieux les gens et les causes qu'ils défendent de par leur engagement. Donc c'est une association qui organise beaucoup d'événements, de conférences, de visites, qui a un podcast maintenant, qui écrit tout un tas d'articles, et qui est souvent sollicité par que ce soit le ministère des Armées ou le ministère de l'Intérieur pour travailler un petit peu sur le lien entre la jeunesse et l'engagement en tant que Français. Excellent. Super. Si on a qui veulent aller voir, je mettrai le lien en description de l'épisode. Excellent. Ok, donc si on en revient du coup à cette transition que tu as opérée, donc c'est assez clair, je pense, sur la mission, en tout cas l'objectif que tu avais en tête, ou les grandes thématiques qui t'animaient. Concrètement, comment est-ce que ça s'est organisé, comment est-ce que ça s'est concrétisé? Concrètement,
j'ai fait ce que j'avais appris à faire au cours de mes 10 années passées en entreprise quand je recherchais un boulot. Je suis allée sur LinkedIn et j'ai contacté des gens en disant: «Bonjour, je ne connais rien à ce que vous faites, mais ça m'intéresserait vachement de passer du temps avec vous. Est-ce que vous seriez disponible?» Sauf que, au lieu de demander: «Est-ce que vous seriez disponible pour prendre un café en bas de votre tour à La Défense?» je disais: «Bah, est-ce que vous seriez disponible pour que je vienne dans votre réserve naturelle, dans votre parc national, dans votre ONG pour passer un jour, 3 jours, une semaine et écouter ce que vous avez à me dire et vivre un peu à vos côtés pour comprendre de quoi il est question.» Génial. Et Et donc là, tu avais une idée étonnamment, de quelque chose que tu voulais produire suite à ça? Est-ce que tu savais déjà que tu allais, je sais pas, récolter des témoignages, faire de la photo? Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière la simple conversation, entre guillemets? alors, pas vraiment. En fait, je m'étais dit, pour essayer de cadrer un petit peu le sujet, je m'étais dit que je me donnais 1 an pour pas vraiment pour réfléchir, pour rencontrer des gens qui travaillaient sur le lien entre l'homme et la faune sauvage, essentiellement en France. Et que après, on verrait bien. Et en fait, Ok. c'était une vraie volonté de ma part de ne pas partir. Et c'était très difficile pour quelqu'un comme moi qui ait tendance à vouloir tout cadrer, etc. Et ne pas partir avec un objectif prédéfini parce qu'en fait, la beauté de ce sujet, qui est le vivant et la rencontre, c'est son caractère complètement imprévisible. Et que si tu pars d'emblée en disant je vais interviewer telle personne et je vais faire un bouquin et je vais faire un site et je vais faire etc., bah en fait, tu as déjà cassé toute la matière de Hmm. ton sujet qui est qu'en fait, tu sais pas ce qui va se passer. Et ces rencontres te transforme et ces expériences en nature, parce qu'il y a bien sûr des rencontres avec des gens, des humains, et puis il y a aussi beaucoup de moments que j'ai passés dehors, toute seule ou à plusieurs, mais souvent toute seule. Et ces expériences-là te font évoluer dans ta réflexion, euh, dans ta manière d'appréhender le lien que tu peux avoir avec avec ton entourage, dans une entreprise, etc. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Donc volontairement, je me suis imposé le fait pendant au moins les 6 premiers mois de voir ce que ça allait donner, de rencontrer des personnes en fonction de ce qui m'inspirait ou des conseils qu'on me donnait ou de ce que je sentais. Et après, de commencer à tisser une toile. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que quand tu laisses un peu, alors je dis pas pour tous les sujets dans la vie, en tout cas pour celui-là, le fait de planter juste une graine et d'accepter de voir si elle allait pousser, comment elle allait pousser, si c'était une mauvaise herbe, si le truc allait partir dans tous les sens, etc. C'était aussi donner de la place à un sujet vivant que de toute façon tu ne maîtrises pas. Et je trouve que dans nos vies qui sont toujours, et quand, enfin, je parle beaucoup aussi de ma vie, très, tu vois, ordonnée, timé, organisé, etc., optimisé, le fait d'avoir ce champ de liberté-là, c'était ce qui a permis de rendre l'expérience la plus belle et la plus ouais, féconde. Génial. Tu dirais qu'il y a des rencontres en particulier qui t'ont marqué pendant cette expérience? Euh, Qui alors, pourrait, tu vois, vraiment représentatif justement de ce que tu cherchais en termes de. Tu as parlé de transformation, que voilà, c'est des rencontres qui marquent. Est-ce qu'il y en a une ou deux, tu vois, pour toi, qui représentent vraiment ça? oui, il y en a plusieurs. Je... Il y a des rencontres. Alors, dans les rencontres humaines, auxquelles je pense assez naturellement, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes dans les Pyrénées. L'été dernier, j'ai traversé, enfin, on était deux à traverser les Pyrénées en randonnée par le chemin de la Haute Route, qui est un itinéraire assez exceptionnel pendant un mois. Et là, on a rencontré pas mal de bergers avec leurs brebis. Et le fait de passer du temps avec ces personnes-là, dans leur bergerie, d'aller participer à la traite, de discuter un petit peu de leur quotidien, du lien qu'ils ont avec les bêtes, de la peur de l'ours souvent. Dans les Pyrénées, c'est plutôt la peur de l'ours. Dans les Alpes, c'est plutôt la peur du loup, même si Hmm. le loup arrive aussi dans les Pyrénées, mais d'échanger avec eux sur le rapport qu'ils peuvent entretenir avec voilà cette faune sauvage
ce prédateur ou tout un tas de folklore autour du sauvage, de la faune, etc. C'était des moments assez forts. J'ai trouvé très chouette. Dans le Mercantour, j'ai eu des super moments avec des responsables du parc national du Mercantour, avec un pisteur-loup aussi avec qui j'ai passé quelques jours, qui était... En fait, toutes les personnes avec qui j'ai passé du temps étaient d'une générosité assez exceptionnelle. Et je pense que c'est parce que tout le monde se fout un peu, qu'on se le dise, du sujet du lien avec la faune sauvage en France. Et donc, quand tu arrives, que tu débarques et que tu dis bonjour, j'ai rien à vous vendre, j'ai rien à vous acheter non plus, mais je m'intéresse à ce que vous êtes et qui vous êtes et ce que vous faites. Est-ce qu'on peut passer un moment et est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre expérience? Tout de suite, tu as un écho. Enfin, tu sens que les gens sont très réceptifs. Et à l'inverse, là, je te parle de personnes avec qui je partageais un certain nombre de convictions. Et à l'inverse, il y a d'autres profils avec qui j'avais très peu de choses en commun et qui ont été aussi des super rencontres. J'ai passé à peu près une semaine dans les Ardennes avec un groupe de chasseurs et c'était une expérience passionnante. Pour quelqu'un qui est assez naturellement pas forcément tout à fait favorable à la chasse en France, j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant, très intéressant parce que à chaque fois c'était des échanges qui étaient vrais et parce que dans un sens ou dans l'autre on n'était pas là pour juger. En fait, moi j'avais mis depuis longtemps mes postures, mes convictions, mais tout ça de côté et j'étais juste là pour absorber et pour comprendre un peu l'environnement dans lequel la thématique de l'animal était traitée aujourd'hui en France. Et donc après, tu vois, tu peux mettre ta casquette militante, ta casquette politique, etc. en disant je suis d'accord, je suis pas d'accord. Mais en fait, avant tout, il faut comprendre quelles sont les forces en présence, comment ça fonctionne aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à travailler ensemble. Et la réflexion autour de l'altérité que représente l'animal est assez intéressante à creuser parce que tout ce que tu retrouves dans la difficulté d'approcher un animal, de le rencontrer pour de vrai, de l'accepter même si tu le comprends pas, etc., tu le retrouves avec des profils de gens avec qui tu n'as rien en commun et avec qui tu dois faire société. Donc c'est ça aussi que je trouve intéressant. Moi, quand tu te retrouves face, parce que là je te parle des rencontres humaines, mais quand tu te retrouves nez à nez à 2 mètres de toi avec un gros bouquetin, que tu es toute seule et que tu dis merde, qu'est-ce qu'il pense, comment je gère cette situation. Après, tu te rappelles que le bouquetin est plutôt inoffensif, que voilà, et tu risques pas grand-chose, mais quand même, il a quand même des sacrées cornes et t'es quand même pas très rassuré. Et en fait, tu te retrouves face à une situation où t'as aucun moyen de communiquer avec l'individu en face de toi. Enfin, tu peux lui parler parce que toi, ça te rassure, mais t'es pas sûr que le message passe. Et tu dois gérer cette différence, cette altérité qui est pas forcément une confrontation, mais où chacun doit s'accepter et réussir à cohabiter dans un espace où tout le monde n'a pas forcément les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes manières de vivre. Et c'est ça qui est assez intéressant à creuser aussi dans les rencontres humaines que tu peux avoir dans ta vie de tous les jours avec des gens avec qui tu n'es absolument pas d'accord. Ouais. Tu dirais que c'est un peu finalement la synthèse de cette expérience à la rencontre de gens tu vois, euh, qui sont impliqués sur les sujets du vivant, etc. C'est un petit peu ce que tu retiens de toutes ces rencontres que tu as pu faire? Cette Oui, notion d'altérité, complètement. Ouais. C'est à la fois la notion d'altérité, il y a aussi un sujet dont on parle pas suffisamment, je trouve, sur lequel on n'arrive pas suffisamment à se concentrer, c'est accepter de laisser de la place à l'autre, parce que ce soit l'animal sauvage ou l'autre que toi, pour s'épanouir, pour vivre, pour évoluer, il a besoin d'un espace, que ce soit un espace physique ou un espace mental. Donc voilà, comment tu fais pour laisser de la place à l'autre? Comment tu fais pour prendre le temps? Aujourd'hui, on veut toujours tous très vite faire les choses et en fait, la nature a besoin de temps pour évoluer, pour grandir, pour tout ça. Donc comment est-ce que tu fais pour penser tes actions dans le temps long? Comment est-ce que tu fais pour avoir le moins d'impact possible? On revient sur le sujet de l'impact parce qu'en fait,
l'idéal quand même, c'est comme en bivouac. Quand tu pars de ton bivouac, l'objectif, c'est de ne laisser aucune trace. Et nous, en fait, même dans notre vocabulaire, dans notre société, tout le monde veut avoir un impact, tout le monde veut faire des choses. Et en même temps, quand tu regardes la nature, l'idée, c'est de faire en sorte que ton passage sur Terre ne détériore pas l'environnement et la nature. Alors, il y en a de plus en plus, on dit non, mais c'est avoir un impact pour réparer ce qu'on a pu faire de mal. Et je comprends tout à fait cette logique. Je suis volontairement un peu provocante quand je parle de l'absurdité d'avoir un impact. Parce que bien sûr, avoir un impact pour mieux faire les choses, ça se comprend. Mais en fait, notre volonté individuelle et collective de marquer du sceau de notre existence la planète Terre, bah, c'est peut-être un peu la raison pour laquelle les choses foutent un peu le camp aujourd'hui. Et tout ça, en fait, c'est dans notre inconscient collectif, dans notre imaginaire de dire on veut montrer qu'on a fait quelque chose. Oui, mais attention, parce que quel est le travers de ça? C'est qu'à force de vouloir montrer qu'on a fait quelque chose, l'espace de vie naturelle est de plus en plus fade et de moins en moins riche parce que on a voulu mettre de l'artificiel et de l'humanité un peu partout et qu'on n'a pas forcément laissé suffisamment de place à l'autre. Vaste sujet. Ouais, cette notion de finalement dire, est-ce que l'objectif en réalité ce serait pas de faire aucune, tu vois, je pense à la surface d'un lac, de ne pas venir la perturber, qu'il n'y ait aucune ride, aucune onde, que le passage soit le moins marquant, finalement, le moins impactant possible pour déranger un minimum de choses. Et donc juste, puisque moi j'ai découvert ton parcours, je crois que c'était sur LinkedIn, où tu as... Alors je ne sais pas si tu communiquais avant quand tu étais dans ta grande carrière successful en entreprise, sur des sujets business ou autres, mais en tout cas moi j'ai commencé à avoir des posts sur LinkedIn que tu faisais, j'imagine, je ne sais pas combien de temps c'était après que tu aies fait ta transition, mais sur le sujet du vivant, où tu partageais d'ailleurs des infos hyper intéressantes. J'ai découvert par exemple que j'avais toujours du mal à me rappeler Antarctique, Arctique. Et j'arrivais pas à trouver de moyen mémotechnique de comment me rappeler de qui, lequel et quoi. Et donc, j'ai vu un de tes posts avec un ours polaire en image où tu expliquais le petit tips pour s'en rappeler. Mais voilà, le premier, je crois que le gros post que j'avais vu, c'était celui où tu annonçais que tu partais donc en Antarctique. Mm-hmm. Je me trompe pas, hein, Oui, qui est c'est tout à fait ça. l'anti-Arctos. Voilà, et que Bravo. Arctos, ça veut dire ours. Et donc, en Antarctique, l'anti-Arctos, donc voilà, il n'y a pas d'ours. Donc, le pôle sud, il n'y a pas d'ours. Mais bref, donc c'est là que j'ai découvert ton parcours. À quel moment est-ce que... Donc déjà, si t'es OK, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu de cette expédition, puisque pour le coup, c'était un gros projet. Mais peut-être avant qu'on parle de l'expédition en tant que telle, à quel moment est-ce que tu as formulé ce projet? Comment tout ça s'est présenté? Et surtout à quel moment de cette coupure de 1 an, déjà est-ce que c'était vraiment dans la coupure de 1 an pour chronologiquement remettre, ouais, ça fait partie de la coupure, hein. Ok, Oui, super. tout à fait. Et donc comment est-ce qu'on en arrive à se dire je pars en Antarctique pour observer le vivant là-bas? Ah. Alors, pour répondre à ta question, oui, ça a clôturé en beauté mon année de réflexion et d'expérience autour du vivant, que j'avais vraiment concentré sur la France métropolitaine. Et j'ai eu cette chance incroyable de passer 2 mois sur un voilier en Antarctique en janvier-février 2023. Oui, tout à fait, 2023. Donc voilà, ça a permis de clôturer cette année en donnant un regard assez différent de ce que j'avais pu voir et expérimenter en France. Comment on en vient là? Alors moi, j'ai eu énormément de chance et beaucoup, beaucoup, voire que de la chance. J'ai été là au bon moment, au bon endroit, parce que c'était une expédition qui devait avoir lieu il y a quelques années, qui du fait du Covid a été décalée de 2 ans. Un membre de l'expédition, pour des raisons personnelles, n'a pas pu, a annoncé en septembre de l'année précédente qu'il ne pouvait plus se joindre à ce projet. C'était un gros projet parce que c'était partir de moi, aller jusqu'en baie Marguerite, qui est un endroit assez isolé où très peu de voiliers vont pour pouvoir prendre le temps, aller voir les animaux, passer du temps. Il y avait tout un partenariat qui a été monté avec
une fondation pour travailler avec les scolaires sur les enjeux polaires, etc. Donc c'était un gros projet. Et donc cette personne, pour des raisons personnelles, a dû se retirer de l'expédition. Et moi, j'étais là au bon moment, au bon endroit. Et j'ai dit, moi, ça m'intéresse. C'est complètement sur mes sujets. On parle de biodiversité, on parle de temps long, on parle de nature, de liens qu'on a avec la faune sauvage, de transmission aux jeunes. Et en plus, je suis dans mon année consacrée au vivant, donc j'ai le temps. Et donc, j'ai pu intégrer cette expédition. Donc ça a été énormément de chance pour moi. Et en amont, en fait, il y a tout l'équipage avait travaillé sur ce projet qui devait partir déjà dès 2020 voire ou 2021. J'ai un trou. Ok. Et donc là, tu es parti avec la casquette Ingrid solo ou avec la casquette fonds de dotation Paul-Émile Victor? Parce qu'on n'en a pas encore parlé, Ah oui, tout à fait. c'est ton activité aujourd'hui, hein, c'est ça, principale? Alors non, l'activité d'administratrice du fonds de dotation Paul-Émile Victor, c'est une activité bénévole, Ok. donc que je fais en plus de tout le reste. Là, j'étais vraiment partie avec la casquette Ingrid solo, Ingrid et les petits animaux. Découvrons un peu ces sujets-là et continuons la réflexion sur notre lien à la faune sauvage. Et la particularité, moi, ce qui m'intéressait dans l'expérience en Antarctique, au-delà du caractère fabuleux, esthétique, etc., c'est que en Antarctique, ce qui est très étonnant, c'est que la biodiversité est très pauvre, dans le sens où elle est absolument incroyable. Il y a des baleines, il y a des phoques, il y a des manchots, mais il y a très peu d'espèces. Je pense, et vraiment, j'en suis quasiment persuadée, qu'il y a plus de biodiversité, en tout cas d'espèces différentes à Paris, et je ne parle pas de la France, je parle de Paris, qu'en Antarctique. Mais c'est juste que ce sont des espèces qui sont tellement emblématiques et tellement imposantes que ça nous fait briller les yeux. Et donc, ça m'intéressait aussi de jouer sur ce sujet-là, de dire mais attendez, vous quand vous pensez Antarctique, vous pensez les animaux, mais pourquoi quand vous pensez Paris, vous pensez pas les animaux? Parce qu'il y a plein d'animaux, vous avez vu tous les insectes, vous avez vu tous les oiseaux. Donc, ce sujet-là m'amusait beaucoup. Ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que la raison pour laquelle on est comme des gamins quand on est en Antarctique, c'est parce que les animaux, on parvient à les approcher sans faire beaucoup d'efforts. En France, tu peux les approcher si tu restes pendant 3 heures dans ton affût, que tu fais pas de bruit et qu'ils te voient pas. Donc ça nécessite un effort, un engagement, etc. En Antarctique, les animaux, tu peux les approcher beaucoup plus facilement. Il y a bien sûr tout un tas de distances de sécurité, évidemment, pour pas leur transmettre de maladies, mais le contact se fait beaucoup plus facilement. La raison évidente à ça, c'est parce qu'on les chasse pas. Tout simplement. Évidemment, un chevreuil, il te voit, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il part et que, voilà, le plus vite possible. Parce que humain égale chasse égale tu vas mourir. En Antarctique, ça fait des dizaines d'années qu'on ne chasse plus la baleine, donc qui maintenant revient et c'est super. Le phoque a été chassé dans les premières expéditions d'explorateurs polaires, mais ça fait aussi très longtemps qu'il n'est plus chassé. Et donc, tu as un rapport à l'animal qui n'est pas d'égal à égal parce qu'on est tous différents, mais qui est ah tiens, il y a un truc qui débarque sur mon territoire et c'est ok parce que de toute façon c'est un truc de plus ou de moins. Et donc l'animal est chez lui et toi tu lui rends visite. Toi tu es un visiteur qui est toléré pour un certain temps dans un espace donné. À l'inverse de la France où nous humains, on a l'impression qu'on est sur notre territoire. Et de temps en temps, quand on essaye de voir les animaux, il faut faire beaucoup, beaucoup d'efforts parce que les animaux ont tellement l'habitude de se retrouver accueillis à coups de fusil ou autre, ou bien d'être dégagés parce qu'en fait, on prend de plus en plus de place avec nos sports d'outdoor. Moi, je pratique le trail, la rando, le vélo, tout ça. Oui, mais en fait, le parapente, ça prend de l'espace sur un espace de nature qui, jusqu'à maintenant, était réservé aux animaux. Donc, c'est génial, on veut tous aller dehors, et moi, la première. Sauf que comment est-ce que tu arrives à cohabiter? Comment est-ce que tu fais pour équiper des voies d'escalade quand en fait tu as des oiseaux nicheurs et qui maintenant ne peuvent plus accéder à leur nid ou bien sont dérangés par les grimpeurs. Donc cette cohabitation-là, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'appréhender de cette manière-là en France, quand tu es en Antarctique, comme c'est toi qui es l'intrus, tu la constates vraiment parce que tu
tu n'as rien à faire là. T'es juste un visiteur qui est accepté pour quelques heures, quelques jours et qui après repart. Donc ça crée un rapport à l'animal qui est assez intéressant et très différent de ce que tu peux avoir dans ton quotidien en France. Super intéressant. Mais ça, du coup, au moment du départ, t'expliquais un peu plus tôt qu'habituellement, t'es plutôt quelqu'un de rationnel, qui aime bien organiser les choses, tu vas structurer, etc. Que c'est ce que tu avais essayé d'éviter, en tout cas au début de ta coupure. Est-ce que là, pour Mhm. le coup, par contre, pour l'Antarctique, t'avais une sorte de protocole, d'éléments que tu voulais absolument observer, qui t'ont permis de tirer les conclusions que tu viens de nous présenter, ou ça a été vraiment, tu fais ça de manière un peu empirique, maintenant que tu as digéré l'expérience? Non, j'avais rien formalisé dans Ok. mon approche. Jusqu'au bout, j'ai été en freestyle. Oui, t'as raison. J'avais absolument rien formalisé. Mon objectif était de me laisser surprendre en fait. Et donc de continuer, tu vois, dans cette découverte de soi, il y a le côté, tu te laisses surprendre par les rencontres que tu fais et tu vois ce que ça provoque en toi, comme sentiment, comme émotion, etc. Et donc ce qui était incroyable dans ce voyage en Antarctique, c'est que donc tu es 2 mois sur un voilier avec 6 autres personnes, sur un petit voilier de 15 mètres. C'est pas très grand. T'es pas vraiment confiné parce que quand t'es à l'intérieur, t'as l'impression d'être confiné, mais en fait, dès que t'es dehors sur le pont, t'as l'immensité autour de toi. Et puis dès qu'on était au mouillage, on pouvait accoster et se balader un petit peu, même si c'était toujours des régions où il fallait faire attention. On avait toujours une radio, etc. Donc c'est une espèce de paradoxe avec un sentiment de confinement, d'enfermement et de tout le monde est les uns sur les autres et en même temps une immensité tellement belle autour de toi que tu sais plus où donner de la tête. Et ce qui était dingue aussi, c'est que pendant 2 mois, euh, tu es complètement déconnecté. En fait, bien Hmm. sûr, on n'avait pas accès à Internet, à nos réseaux sociaux, à tout ça. On avait juste une adresse mail satellite qui nous permettait, donc moi, qui me permettait d'envoyer 1 ou 2 mails par semaine, mais c'était du one way. Enfin, de temps en temps, il y avait une personne qui me répondait, mais envoyer une image, ça prenait une demi-heure tellement c'était galère. Donc, tu vois, je pense que je devais envoyer un mail par semaine et en fait, tu ne reçois aucune information de l'extérieur. Donc, en fait, tu es dans ta petite bulle où, euh, où rien n'a de prise sur toi, où tu es juste dans le moment présent, mais c'est un moment présent qui dure pendant 2 mois. Donc c'est assez exceptionnel. Où comme tu ne sais pas naviguer, parce que je ne savais pas naviguer, il faut le préciser, en fait, tu as un capitaine qui prend les décisions et toi, t'es un soldat. En fait, toi, tu exécutes les ordres. Donc, tu commences pas à dire, oui, mais est-ce que tu penses que ce mouillage-là, c'est vachement bien? Non, juste, tu fermes ta gueule, il te dit de lever, enfin, de gérer les amarres, la grand voile, le machin, t'exécutes. Et en fait, tu n'as pas de décision à prendre. Quand c'est ton tour pour faire la popote ou faire la vaisselle, tu fais la vaisselle, le ménage, etc. Et t'es juste là, pour profiter sans aucune contrainte et sans aucune charge mentale de gestion de l'itinéraire parce que tout dépendait de la météo, donc tu pouvais rien prévoir, de gestion de l'après parce que de toute façon, comme t'as pas accès à Internet ou à tes amis ou à tout ça, tu peux rien prévoir. Donc en fait, ça te coupe complètement de ton quotidien. Et ça, je l'avais pas du tout anticipé. Enfin, tu vois, je m'attendais beaucoup au beau, à l'esthétique, à la rencontre avec l'animal, etc. Mais cette expérience de faille spatio-temporelle dans notre vie surorganisée, elle Ouais. m'a complètement scotché. Et pourtant, j'avais eu déjà des expériences de rando longue. Je te parlais des Pyrénées ou d'autres moments comme ça où pendant quelques jours, t'es déconnecté. Mais pendant 2 mois, enfin, Ouais. c'est la folie. Ouais, et puis même sur des randos longues, tu vois, pour en avoir aussi fait quelques-unes, t'as quand même le lien est toujours là, tu vois, t'aperçois toujours un village au loin où tu sais qui ça va pas, t'as toujours un lien en fait. Tu peux avoir du réseau régulièrement, tu sais qui ça va pas, on peut venir te chercher. Dans le pire des cas, tu te fais, tu vois, PGHM te récupère. Mais je trouve que d'un point de vue, tu vois, espace-temps en fait, même si tu peux être un peu déconnecté,
tu restes dans un cadre habité, humanisé, enfin, tu vois, où finalement, tu es quand même globalement en sécurité, tu fais partie de la civilisation. Là, comme tu dis, enfin, je sais pas, vous étiez à combien d'heures de vol s'il y avait une urgence, tu vois, d'hélico ou d'avion, je sais même pas si vous étiez accessible par les secours, là où vous étiez. Non, quand tu pars en Antarctique, tu pars du principe que si t'arrive une merde, c'est à toi T'es de solo, gérer. quoi. Ouais. Ouais, donc Après, tu vois, si tu as la chance d'avoir un bateau qui passe pas très loin, tu peux faire un appel. Mais sinon, il y a pas de service de secours. T'as, ouais, t'as, t'as rien du tout. ouais, donc voilà, c'est quand même un paramètre. Mais spontanément, j'avais envie de te dire, punaise, quel luxe, parce que pour des gens, tu vois, comme nous qui vivons dans une société hyper connectée, etc., dans quel contexte est-ce que tu peux te retrouver comme ça, finalement forcé à être dans l'instant présent et t'as pas le choix, en fait, il y a que ça. Mm. Tu dirais que ça a été, finalement, avec un peu de recul, tu as réussi à l'apprécier, ça, quand même, ou pas forcément dans l'instant? Ah si, je pense que je l'ai vraiment vécu à 300% et je l'ai apprécié Trop bien. pleinement. Et ce qui est étonnant, c'est que alors en rentrant, ça a été assez difficile. Je suis restée après 3 semaines en Patagonie pour randonner toute seule parce que je pense que j'avais besoin d'un sas de décompression. Et en fait, en rentrant, j'ai pas mal d'amis qui tout de suite m'ont sollicité en me demandant et alors et cet été et ce week-end-là est-ce qu'on l'organise et tout ça, et je me suis sentie complètement oppressée par toutes ces demandes-là. Moi qui pendant 3 mois n'avais rien dû gérer, d'un coup j'ai eu l'impression d'une espèce de vague qui m'engloutissait de sollicitations du monde extérieur, et je me disais oh mais je sais pas gérer, tu vois, une espèce de prise de panique, alors que je suis quand même quelqu'un, encore une fois, de très organisé et qui gère tout bien à l'avance. Donc ça, c'était très étonnant. Je me suis rendu compte après. Et, euh, Des et un deux, sollicitations pour des podcasts, bref, ça n'arrêtait pas, quoi. exactement. Mais ça, c'était la gloire, tu vois. C'est la relation de la gloire, évidemment. Euh, mais oui, le deuxième point, forcément, je l'ai oublié, mais ça reviendra. Ok, ouais, donc j'imagine que le retour, même avec le sas de décompression de la Patagonie, ça doit être compliqué. Mais est-ce qu'il y a des habitudes que tu as mises en place, des choses que tu as changées justement dans ton rapport au temps, à la connexion, tu vois, euh, avec les réseaux, la fréquence à laquelle tu es connecté aux autres? Est-ce qu'il y a eu des impacts durables de ce voyage, enfin de cette expédition? Oui. Déjà, pardon, je me mets très souvent en mode ne pas déranger sur mon téléphone, ce qui peut avoir tendance à énerver mes proches, qui donc ne peuvent plus me contacter aussi facilement. Mais oui, ça m'arrive maintenant d'avoir quasiment toute une journée, ou en tout cas les week-ends, de laisser mon téléphone dans un coin et de me mettre en mode ne pas déranger. Euh, des choses toutes bêtes, mais de partir pour toute une journée et de laisser mon téléphone chez moi et d'aller faire des courses et de laisser mon téléphone chez moi. Et ça se passe bien. Enfin, la probabilité de se perdre dans Paris est quand même assez limitée, ou au pire, on arrive à trouver quelqu'un qui nous réoriente. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais on a tellement l'habitude d'être tout le temps connecté à ce qui... enfin oui, à notre téléphone, que rien que le fait de laisser son téléphone chez soi, c'est pas qu'on l'oublie, c'est une démarche volontaire et vraiment réfléchie, de se dire oui, ça, là ça va, je vais aller acheter du pain, je peux laisser mon téléphone, ça va bien se passer. Donc c'est que des petites choses comme ça qui me font rire, et en même temps quand j'embête mes amis avec ça, enfin je me rends bien compte qu'on vit aussi dans une époque et dans un mode de communication où c'est assez simple de se laisser dépasser par les sollicitations. Donc, Ouais. je pense que c'est ça. Et puis aussi, je continue à m'octroyer du temps toute seule dehors, à aller marcher toute seule, à aller courir toute seule, à partir plusieurs jours comme ça, juste voilà, juste pour moi, parce que je me rends compte que à Paris, je me perds un peu. Je m'oublie, je suis toujours, comme tu le dis, dans la réponse à des sollicitations, et donc le fait
de se retrouver seul avec soi-même et d'aller courir et de mettre son cerveau de côté, ça fait beaucoup de bien. Donc ça aussi, c'est des moments que je continue à m'accorder et qui sont vraiment salvateurs. Excellent. Excellent. Peut-être dernière question sur l'expédition avant qu'on parle de la suite, puisque j'imagine qu'il va y avoir une suite. Mais comment ça se passe puisque tu disais que voilà, tu t'es greffé sur l'expédition, si j'ai bien compris, plutôt sur le tard. L'équipe, le reste de l'équipe se connaissait déjà, eux, pour le coup est-ce qu'ils avaient préparé cette expédition ou pas nécessairement? Alors, on avait un chef d'expédition qui avait monté le projet et l'équipe, et donc qui connaissait tout le monde, qui était un ancien D'accord. hivernant de base antarctique, passionné par la région. Et ensuite, tous les membres ne se connaissaient pas. Donc, D'accord. j'estime ne pas trop être arrivée comme un cheveu sur la soupe, parce que ça faisait pas déjà des années qu'ils se connaissaient, qu'ils travaillaient ensemble, etc. Donc ça s'est bien, enfin en termes d'intégration, ça s'est bien passé. Mais on avait vraiment le noyau dur, c'était le chef d'expédition, le capitaine qui avait navigué dans ces eaux pendant 10 ans et qui connaissait très bien la région et qui était un marin exceptionnel, et puis ensuite des personnalités qui soit étaient liées avec l'Antarctique ou avec les environnements plutôt marins, nature, etc., et qui voulaient découvrir aussi la région. Excellent. Et comment est-ce que, du coup, on apprend à vivre pendant 2 mois avec des gens qu'on connaissait pas forcément très bien avant de partir, quand on est dans une bulle, loin de tout, de 15 mètres, c'est ça? Donc, vous aviez, Ouais, enfin, cabine partagée, j'imagine, en étant le nombre que vous étiez? ouais, on n'avait pas vraiment, enfin, non, on n'avait pas de cabine. On avait des couchettes qui étaient, Ok, 3 couchettes qui étaient séparées par un rideau, après un espace de vie, et pareil au fond du bateau, 3 couchettes qui étaient séparées par un rideau, et le capitaine qui dormait dans l'espace de vie. Donc oui, c'est sûr en termes d'intimité, de moments pour soi, de tout ça, on n'y est pas trop. Comment on apprend à vivre avec des gens? C'est une excellente question. Euh, En fait, je pense que quand t'es dans un endroit que tu veux vraiment découvrir, ou quand t'es à un moment que tu veux vraiment vivre, bah tu fais des compromis. Tu te dis que rien ne pourra gâcher ce moment d'exception. Et je pense qu'on était tous dans cet état-là. On savait tous qu'on avait une chance exceptionnelle. On savait tous que c'était certainement la première et la dernière fois qu'on serait sur un bateau pendant aussi longtemps pour découvrir, pour prendre le temps, etc. Et donc, je pense que tout le monde est venu avec sa personnalité, mais aussi avec sa capacité d'adaptation ouais. en faisant en sorte que ça se passe bien. Et comme il n'y avait pas de caractériel ou de gens qu'on avait envie de jeter par-dessus bord, ça s'est bien passé. On a fait en sorte de vivre en société comme des êtres responsables, et ça s'est très bien passé. Excellent. Est-ce que le moment où tu as vu l'Antarctique du coup pour la première fois, est-ce que ça a déclenché quelque chose? Est-ce que ça reste un moment fort ou finalement, bon, c'est plus le voyage au global qui a été exceptionnel pour toi? Ah si, ça a été le moment où on a vu pour la première fois euh, une espèce de sommet. En fait, on savait pas trop si c'était au loin un gros iceberg ou un sommet qui était euh, ou même un nuage. Enfin, c'était pas très clair. Il y avait une espèce de brume, etc. Et là, c'est un moment où tu te dis, oh, ça y est. Enfin, genre, ça y est, on y est. Et ce qui est marrant, c'est que, en fait, avant d'arriver en Antarctique, donc le bateau part d'Ushuaia, et il y a un passage qui s'appelle le passage du Drake entre Ushuaia et le haut de la péninsule antarctique, qui est une espèce de, j'allais dire d'enfer c'est même pas enfer sur terre parce que c'est enfer sur mer, mais pendant 3 ou 4 jours, tu navigues non-stop dans des eaux qui sont assez dangereuses. T'as en gros l'océan Atlantique d'un côté qui rencontre l'océan Pacifique de l'autre, qui rencontre l'océan Austral encore de l'autre côté, et donc ça crée une espèce de machine à laver géante avec souvent énormément de vent. Et donc quand on est arrivé à Ushuaia et qu'on est parti en bateau, on était plus stressé
par ce passage-là, parce qu'on se disait, mon Dieu, est-ce que je vais être malade? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va pas tous mourir, etc. Parce que forcément, les gens qui étaient déjà passés par là, tu sais, t'as toujours le côté un peu, tu vas voir, ça va être horrible, côté un peu grande gueule et tout ça. Donc tu sais que tu vas prendre cher. Et donc, tout le monde était un peu stressé par ce moment-là. Et donc, on voyait pas encore, on projetait pas encore une arrivée en Antarctique. Enfin, en tout cas, moi, je projetais pas l'arrivée en Antarctique. L'objectif était, je caricature, mais c'était de survivre à ce passage du Drake, Ouais. et puis après l'Antarctique, on verra. Et donc, quand l'Antarctique est arrivée, tu te dis, oh, déjà, un, trop bien, j'ai survécu, et puis deux, ça y est, quoi, enfin, l'exceptionnel qui avait déjà un peu débuté se présente à toi, et ça, c'est assez fou. C'est assez fou comme sentiment. Et puis après, enfin, c'est comme toutes les expériences de nature que tu sais euh, finalement cadrer dans le temps. Tu te dis, mais chaque journée est exceptionnelle. Chaque journée est une découverte. Et donc, quand tu te couches le soir, tu te dis, mon Dieu, mais il s'est passé tellement de choses. Et c'est toujours très frustrant parce que quand tu es dans ton quotidien à Paris et que tu arrives le vendredi soir et tu dis, oh, mais j'ai pas vu la semaine passée, j'ai eu l'impression d'être dans un tunnel. Alors que quand tu randonnes pendant une semaine, tu dis, oh là là, mais c'est fou, en une semaine, j'ai eu l'impression d'avoir vécu 1000 vies. Et tout l'enjeu est de dire, comment est-ce que tu arrives à Ouais. recréer cet émerveillement et cet état de conscience dans tout ce que tu fais au quotidien, même les trucs qui te paraissent parfois les plus chiants ou parfois les moins intéressants, de dire comment tu arrives à recréer ça pour pas que le vendredi soir, tu te réveilles en disant, mon Dieu, mais j'ai pas vu la semaine passée. C'est horrible comme Ouais. sensation. Ouais, clairement, ouais. Clairement, clairement, clairement. Et le passage de Drake, ça me fait penser à l'histoire de Shackleton. Quand tu Mm. penses qu'il y a des hommes qui ont traversé ce passage sur... Alors la chaloupe était plus vraiment ouverte parce qu'ils avaient mis un espèce de pont, ils avaient fabriqué un espèce de ponton, enfin ouais, de pont pour la chaloupe, mais ils tenaient pas, je crois qu'ils tenaient à peine assis à l'intérieur. Enfin bon, bref. De penser qu'il y a des gens qui ont traversé ce passage genre absolument horrible dans une chaloupe qui devait faire, je sais plus, 6 ou 7 mètres en 1915 ou 16, tu vois, tu te dis, mais avec une carte et un compas comme seul instrument de navigation, tu dis, bon, ça c'était d'exploration. Ah oui, non, les premiers, quand tu regardes un petit peu les récits des premiers explorateurs polaires, alors Shackleton, c'est quelque chose parce que c'est surtout tout le récit d'un sauvetage Ouais, dingue, mais même Charcot aussi. Enfin, il y en a beaucoup. Scott, énormément de récits comme ça de voyage, et c'était très drôle parce que dans la bibliothèque du bateau, le capitaine avait beaucoup de soit de biographies d'explorateurs ou bien de récits d'explorateurs polaires. Et ce qui était fascinant, alors c'est déjà tu te rends compte bien sûr de la différence de matériel, de conditions de vie qui n'ont absolument rien à voir, surtout les gars quand ils partaient hiverner, enfin c'était quand même pas la même. Mais moi, ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est notamment dans les récits de voyage de Charcot, donc l'explorateur polaire français Charcot, qui décrivait les manchots qu'il rencontrait et les comportements des manchots sur les rochers, sur la glace, etc. Et ce que j'ai trouvé fascinant et en même temps évident, c'est que on aurait pu décrire exactement la même chose. C'est-à-dire que 100 ans après, plus de 100 ans après, les comportements de ces manchots n'avaient pas du tout changé. Ils évoluaient toujours de la même manière, ils ressemblaient toujours à ce à quoi ils ressemblaient il y a plus de 100 ans, leur fonctionnement, leur nid, leur manière de se mettre à l'eau. Et en fait, c'était drôle de se rendre compte à quel point nous, en 100 ans, enfin quand tu regardes les, ouais, les récits justement de gens qui vivaient il y a 100 ans, à quel point notre vie n'a rien à voir et à quel point leur vie à eux est exactement la même. Alors, bien sûr, après, tu rajoutes toutes les contraintes liées au dérèglement climatique et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est en tant qu'espèce, leur manière de vivre et d'évoluer n'a pas changé. Et c'est très drôle de lire des récits d'il y a 100 ans du siècle dernier qui décrivent quelque chose que toi, tu vois directement et qui n'a pas évolué. ouais, fascinant. Fascinant. Et donc là, le retour de ton expédition, ça s'est fait quand il y a quelques semaines, un mois et quelques, c'est ça? Ouais, il y a un mois, c'est ça. Un mois, ok. Quand on avait échangé en off pour préparer l'interview, j'avais cru comprendre que
ça clôturait cette année, mais que finalement c'était peut-être la première étape vers d'autres projets derrière. Donc est-ce que c'est le cas? Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous en parler? Alors c'est sûr que après avoir travaillé pendant 1 an sur les sujets liés au vivant et à la biodiversité, c'est très difficile de clôturer et de dire bon bah maintenant on va retourner travailler à la défense. Même s'il y a plein de choses à faire à la défense en matière de biodiversité. Oui, ce sont des sujets que j'ai envie de continuer à creuser. Alors, je continue, tu parlais des petits articles sur LinkedIn, je continue à écrire, à poster de temps en temps sur LinkedIn et puis à écrire un peu plus pour d'autres projets par la suite. Et je vais continuer, enfin, je pense que ça sera certainement plus clair dans les prochaines semaines, mais je vais continuer à m'engager sur ces sujets. En fait, pendant 1 an, j'ai beaucoup été dans l'observation parce que ça me semblait important avant d'arriver avec mes gros bras et de dire je vais sauver la planète, je vais révolutionner la manière de traiter le vivant et la faune sauvage en France, je me suis dit bon, vas-y avec un peu d'humilité, essaye de comprendre ce qui se passe et vois si toi tu peux y apporter quelque chose. Donc j'ai été vraiment pendant 1 an dans une logique plus d'absorption d'informations, d'émotions, de tout ça. Et là, je rentre dans une phase où j'ai envie de faire des choses sur ces sujets. Souvent, ce qui est bien, c'est que la réflexion et le vécu précèdent l'action, donc c'est déjà pas mal. Et donc là, je suis dans cette phase-là, et dans les prochaines semaines, il va y avoir des choses qui vont se concrétiser pour s'engager un petit peu sur ces thématiques de biodiversité et de vivant, notamment en France, parce qu'on parle beaucoup de biodiversité qui nous fait rêver, de pays exceptionnels, mais on a beaucoup de choses aussi à faire en France, et j'aimerais bien y consacrer un peu de mon énergie. Génial. Génial. Bon, stay tuned. On va suivre les annonces dans les semaines qui viennent. Et peut-être en conclusion, Ingrid, donc tu t'es donné les moyens de vivre des expériences extrêmement riches pendant 1 an. Donc moi j'ai une question pour toi. L'objectif du podcast, c'est aussi d'inciter, tu vois, les gens à passer à l'action, en tout cas de les inspirer à se lancer à leur propre niveau, dans leurs univers, dans leurs disciplines, à oser entreprendre, voilà, viser leurs objectifs, même s'ils paraissent complètement fous aux autres. Mais souvent, il y a, en fait, on est bloqué très, très souvent par des éléments qui sont propres à nous, des peurs qu'on a, des craintes. On en avait un petit peu parlé. Je crois que tu avais fait un post notamment sur le sujet par rapport au bivouac, il me semble. Fait que t'en avais un peu marre qu'on te dise mais comment tu vas dormir toute seule la nuit, t'es une femme, ça c'est méga dangereux, machin. Donc peut-être qu'on pourrait parler de ça, mais est-ce que globalement il y a des réalisations que tu as eues, des prises de conscience que tu as eues par rapport à ce que tu es capable de faire, pas nécessairement en tant que femme, mais en tant qu'individu, en tant qu'Ingrid, que tu pensais pas nécessairement possible avant d'entreprendre toutes ces expériences? Oui, complètement. En fait, c'est assez marrant parce que ce dont on parle, c'est le sujet de la confiance en soi. Ouais. Et on n'est pas tous égaux face à la confiance en soi. Il y en a qui naissent avec une capacité à se faire confiance qui est exceptionnelle, et t'en as d'autres chez qui c'est moins le cas. Et donc tout le travail est de se dire pour ces personnes-là comment tu vas step by step, parce que c'est quelque chose qui se construit un peu au fur et à mesure. Et une fois que tu as acquis un certain niveau de confiance en toi, tu dis bon, c'est quoi, enfin est-ce que je pourrais pas faire juste un petit peu plus, juste un petit peu mieux, et en fait c'est des toutes petites marches qui au fur et à mesure, quand tu les gravis tranquillement, l'air de rien, tu te rends compte que bah ouais, t'arrives à faire des choses assez chouettes. Et alors moi j'ai une recette miracle, non c'est pas une recette miracle, mais un truc qui fonctionne assez bien chez moi et qui est assez absurde. Je sais pas si je suis la seule à fonctionner de cette manière-là, mais quand j'ai je sens que j'ai des défis professionnels qui sont complexes, ou que j'ai une espèce de manque de confiance en moi, je m'inscris à des courses que je trouve complètement folles et beaucoup trop dures pour le niveau que j'estime avoir. Et une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée, je me dis non mais attends Ingrid, si t'es capable de faire ça, mais t'es capable de tout faire.
Et donc, en fait, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est assez bizarre parce que c'est complètement irrationnel, parce que c'est pas parce que tu es capable de courir 100 km que tu es capable de changer de job ou bien de prendre ta vie en main ou bien je sais pas quoi. Mais en fait, ça crée, enfin, en tout cas, chez moi, ça crée une espèce de satisfaction et de fierté personnelle que je ne dois qu'à moi, et donc qui me permet d'être hyper confiante dans mes capacités, quelles qu'elles soient. Donc, en fait, c'est comme ça, je pense, que j'appréhende le sport, ce qui est assez bizarre. C'est à la fois parce que ça me permet d'être dehors et parce que c'est génial, et aussi parce que ça permet chez moi de déclencher un truc euh, qui, dans d'autres niveaux, m'aide à me dépasser. Et en fait, à mon avis, tu vois, cette année que je me suis octroyée, elle a été rendue possible parce que je me suis octroyé un peu le bénéfice du doute en me disant, non, mais est-ce que tu vas réussir à en faire quelque chose? Est-ce que t'es pas complètement en train de te perdre? Est-ce que tu as vraiment fait HEC pour passer 1 an à aller regarder des animaux? Est-ce que tu es sûr? Et puis, il y avait une partie de moi qui disait, oui, mais en même temps, t'as vu tout ce que tu arrives à faire à côté. Enfin, rien à voir, mais quand même, c'est quand même balèze. Alors, je suis pas du tout, enfin, je reste une amateur de chez amateur dans tous les sports que je pratique. Mais, enfin, peu importe, en fait. L'important, c'est de se sentir fier de soi, et qui, au fur et à mesure, te permet de faire des choses que tu ne te pensais pas capable d'accomplir. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne de mon côté. Excellent. Je viens de finir le livre de David Goggins, je ne sais pas si tu connais, Non. qui est un Américain qui a été, je crois, le 36e Navy Seals noir aux États-Unis. Donc, autant te dire, ça fait pas beaucoup, Mm. sur des milliers. Et qui est... bon, alors c'est très américain, mais qui est souvent décrit par, tu vois, des Joe Rogan, enfin des gens qui fréquentent souvent ce qu'on appelle des high achievers, qui est un peu décrit comme l'homme au mental le plus comment dire, j'ai pas le terme qui vient, mais l'homme au mental le plus costaud, si tu veux, au monde, quoi. Il fait des trucs vraiment hallucinants. Et en fait, il a un peu le même schéma, enfin, il a exactement le même schéma que toi. Il dit chaque fois qu'il est confronté à une difficulté, en fait, il va piocher dans ce qu'il appelle sa cookie jar, donc son espèce de boîte à cookies, tu vois. Et chacune de ces épreuves auxquelles il a participé, qu'il a terminé, etc., c'est un cookie, en fait. Et donc, chaque fois qu'il en termine une, bah, il met ça dans sa boîte à cookies. Et quand il est face à une difficulté, bah, en fait, il va piocher dedans en se disant, tu as déjà été capable de faire ça, c'était bien plus dur que l'épreuve à laquelle tu fais face maintenant, donc tu vas y arriver, vas-y, etc. Donc, super intéressant de voir qu'il y a des schémas qu'on retrouve qui semblent fonctionner. Et par Ouais. curiosité, c'était quoi la dernière grosse épreuve qui te faisait peur à laquelle tu t'es inscrite? Hum, Alors, déjà, partir pendant 2 mois sur un voilier sans savoir naviguer, ça me faisait un peu peur, pour être tout à fait honnête. Mais bon, ça, c'était pas particulièrement sportif. Non, moi, c'était l'été dernier, j'ai fait le Grand Raid des Pyrénées Ah oui. en août dernier. Et c'était costaud. Moi, je viens du plat pays, hein, je viens du nord de la France. Donc, le dénivelé, on ne connaît pas. Le dénivelé, c'est les escaliers qu'on monte pour aller en course et tout. Donc, passer du plat pays au Grand Raid des Pyrénées, c'était costaud. Euh, et c'était hyper intéressant. Enfin, c'est des très belles expériences. Alors c'était censé être 120 km, c'était 127 km. On aime beaucoup les organisateurs de courses qui rajoutent toujours des petits kilomètres sympathiques à la fin. Et c'est très beau, c'est dur, et tu rencontres des gens géniaux, et tu manges bien et tu te marres bien, et tu te dépasses et tu te demandes à peu près toutes les 3 heures ce que tu fous là. Et puis après, tu te dis, mais non, mais c'est pas grave, ça va bien se passer. Mais, ouais, c'est des moments sympas. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'a pas besoin de faire 300 km. Juste, tu vois, dormir dehors, c'est déjà tellement énorme pour un certain nombre de personnes que rien que ça, si t'es capable de te lancer un défi, peu importe ce que la société te dit, si c'est dur, si c'est pas dur, etc., mais qui, toi, te semble insurmontable, et que tu arrives à l'accomplir, mais enfin, après,
ouais, tu te sens capable de négocier une augmentation auprès de ton patron, en fait. Enfin, tu vois, ça n'a aucun lien. Mais t'as une espèce de sentiment de dire, bah ouais, moi j'ai fait ça. Je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Bah franchement, je l'ai fait, donc balèze. Et ça, c'est cool. Carrément. Carrément. Tu dirais que c'est peut-être le message que tu ferais passer après un an, tu vois, un an consacré à des projets qui n'avaient rien à voir avec, enfin, a priori en tout cas, avec ta formation, avec ton début de carrière, etc. Ce serait peut-être ça que tu voudrais dire? Ouais. Oui, de se faire confiance et puis d'accepter de voir, enfin de pas tout planifier en fait, de pas savoir à l'avance Ouais. ce que ça va donner, est-ce que ça va être un succès, est-ce que ça va être un échec, de se laisser aussi le bénéfice du doute, d'être un peu indulgent envers soi-même et envers ses choix. Et si tu n'arrives pas à expliquer au dernier dîner mondain ce que tu fais et pourquoi tu le fais et ce que ça va donner, bah, c'est pas très grave et en vrai tu t'en fous un peu quoi. Tu vois, c'est le côté ça va bien se passer, on sait pas trop ce que ça va donner, mais on verra. Mais au bout du bout, t'en sors forcément quelque chose et c'est ça qui est très chouette. Excellent. Excellent. Eh ben, écoute Ingrid, un grand merci. C'était juste passionnant, hyper inspirant et franchement, moi, ça me fait poser pas mal de questions, tu vois, sur des projets peut-être que je reporte, où je me dis non, mais j'ai pas fait tout ça pour, tu vois, pour prendre quelques mois et me consacrer à du sport ou non, mais il faudrait que je retrouve un job parce que là, je suis en phase de transition. Et je trouve que c'est hyper intéressant, très rafraîchissant et finalement, bah, t'incarnes le fait que, tu vois, cette notion de il y a réussite d'un point de vue social image et puis en fait réussite d'un point de vue alignement avec soi-même, avec ses valeurs, avec ce qui est vraiment cher à soi. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça que tu es en train de mettre en place chez toi. Et je trouve ça juste génial. Donc merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça. Et puis Merci, Loïc. on stay tuned pour les annonces. Tu vas faire des annonces du coup dans les semaines qui viennent, ça va être un peu Je vais faire officiel des grosses annonces là, je pense. Parfait. Que ça va faire un buzz La exceptionnel. une du monde. Au moins, au moins. Yes. Écoute, un grand merci Ingrid et peut-être un prochain épisode pour le débrief des prochains projets, qui sait. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup Loïc. Merci d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast, lesfrappés.podcast ou par email à hello@lesfrappés.com. Je fais mon maximum pour que vous viviez de super expériences audio avec mes invités. Chaque épisode demande beaucoup de temps et d'énergie. Si vous appréciez mon travail, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager cet épisode à au moins 3 personnes qui aiment se dépasser. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, prenez quelques secondes de votre temps maintenant pour m'y laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup pour votre fidélité. À la semaine prochaine pour un nouvel invité.